Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous accueillir sur Sud Radio pour votre émission préférée du jeudi, le football évidemment. Parlons vrai, parlons foot avec nos invités permanents et le plaisir de se retrouver pour traiter de l'actualité. Je vous donne les sommaires et les thématiques dans quelques instants, mais je salue évidemment l'incontournable Michel Moulin. Bonsoir Michel. Bonsoir messieurs. Plaisir de vous retrouver. Karim Zeribi n'est pas loin. Bonsoir mon cher Karim. Salut Lionel, bonsoir tout le monde. Plaisir de vous retrouver également dans ce studio avec nous. Il est revenu parce qu'il a des choses à dire par rapport à ce que Karim avait déclaré la semaine dernière au sujet du classique. C'est Alexandre Letellier, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, qui est avec nous. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Plaisir de vous retrouver. Je sais que Merci. vous avez préparé quelques petites punchlines à l'intention directement. Est-ce que tu serais revenu dans tous les cas? Bien sûr. Bien, Dans oui, tous les cas. dans tous les cas, Dans tous les cas. évidemment, évidemment. Je ne le crois pas. Parce que j'étais sûr de moi. C'est un gars courageux, vous plaisantez ou quoi? Surtout quand il gagne 3-0. Jimmy Algerino est avec nous également. Salut Jimmy. On est ravis de vous retrouver, mon cher Jimmy. On va retrouver le son avec vous dans quelques instants. D'autres invités vont nous rejoindre dans cette émission, notamment notre page foot amateur aux alentours de 20h45. Nous serons avec Laurent Thomas, le manager général de Istres Football Club qui évolue en National 2. Vous savez, on donne dans cette émission la parole au foot amateur et ça marche bien. Les auditeurs, les auditrices nous le disent. Ils sont contents qu'on donne la parole aux amateurs, mais nous n'oublions pas l'actualité. Et je lisais tout à l'heure dans le teasing avant l'émission. C'est une émission qui aura pour fil rouge l'aspect pathétique du football, car le foot français, selon certains de nos chroniqueurs éditorialistes, est pathétique. Il y a eu le classique bien sûr, l'arbitrage, mais pas que, et on entendra Michel Moulin dans quelques instants. La cérémonie du Ballon d'Or avec Rodri, on peut en parler d'ailleurs, qui a été sacré Ballon d'Or, mais boycotté cette cérémonie par les joueurs du Real Madrid, et puis les difficultés de Kylian Mbappé en début de saison, avec notamment les Madrilènes qui sont assez mécontents de son début de saison. Ils sont un peu déçus. Alors on va pas dire qu'il est pathétique, mais peut-être presque pathétique. Voilà pour le sommaire, c'est notre émission avec le site de référence butfootballclub.fr comme chaque jeudi, et ça commence maintenant. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Jimmy Algerino, avec Alexandre Letellier, Michel Moulin, on a coutume de le dire dans cette émission, on le dit parfois à la machine à café, on le dit dans les travées des stades. Le football français marche sur la tête, le football français est pathétique. Pourquoi, Michel Moulin? Mais encore plus, là, je suis encore plus attristé parce qu'en une semaine, on a encore perdu, je pense, 3-4 ans de notre football. Comme je dis, dans 10 ans, il y en aura plus si on continue comme ça. Et j'ai réfléchi pour une fois. Pour une fois, vous avez réfléchi. Et là, je me suis dit, et je le dis calmement, je vais essayer de ne pas être diffamatoire, mais où est passé notre parrain? Notre parrain, c'est Jean-Michel Aulas, qui a toujours été aidé par les journalistes de l'équipe, par des pseudo-journalistes d'ailleurs, qui consciemment ou inconsciemment tuent le football français aujourd'hui. Mais Aulas, il est passé aujourd'hui. Mediapro, tout le monde était au courant de ce qui allait se passer. C'est-à-dire, moi, le premier, j'ai fait un édito de suite et j'ai dit Mediapro, ça ne tient pas la route. On n'a pas entendu. La brune, les salaires et tout, ils ont été validés par les présidents. Le plus grand président du siècle, comme ils l'ont dit, le plus grand président du siècle. C'est là que l'équipe a oublié des Marcel Leclerc, des Roger Rocher, des Tapie, des Bess, des Campora. On l'a nommé président du siècle, ce monsieur. Les arbitres aujourd'hui, c'est lui qui tire les ficelles. Où il en est? On aimerait l'entendre sur les arbitres. Il est vice-président de la fédération. Où il est, ce monsieur? Sur la sécurité, je leur avais dit, prenez des gens comme Squarcini, prenez des gens, des spécialistes de la sécurité. Aujourd'hui, à Lyon, ils se battent tous les matchs. Ajaccio-Bastia, le match a été arrêté. Un petit s'est fait lyncher à Nantes. Où ils en sont? On ne l'entend pas parler. Par contre, pour faire passer Sage, le diplôme sans qu'il le passe, là, c'est passé. Pour que les filles, aujourd'hui, à Lyon, il n'y a plus d'équipe féminine. Vous savez qu'ils ont divisé. Le club a été racheté. On ne l'entend pas, ce monsieur. Moi, j'aimerais aujourd'hui, parce que Karim va me le dire, oui, ça a été un bon président. Oui, ça a été... Mais c'est un très, très mauvais dirigeant français. Le pire, c'est qu'il va se représenter, il va faire comme Le Gret, il va finir à plus de 80 ans à la fédération et il va continuer à tirer les ficelles de notre foot.
Moi, j'aimerais lui passer un message, qui s'exprime, parce que c'est très bizarre qu'on ne l'entende pas. Et je vous dis que moi, personnellement, je suis certain que ce monsieur, c'est lui qui tire les ficelles. C'est pas Diallo, le patron de la fédération, c'est lui. Et moi, le conseil que je lui donne, alors malheureusement qu'il revienne à son sport du début, puisqu'il était handballeur, qu'il reparte à la fédération du handball. Tant pis pour eux, mais nous, ça va nous soulager. Bon, des propos directifs dont vous prenez la responsabilité, évidemment, puisque nous sommes en direct, Michel Moulin. Je me dois quand même de préciser que Jean-Michel Aulas a fait beaucoup de choses pour le football en général, le football professionnel, puisqu'avec l'OL, il a bien réussi, et le football féminin aussi, Michel Moulin. Lionel Rossort, il a fait du bien pour son club. Bravo! Il a tout fait pour... Le développement du foot féminin aussi, Michel Moulin. Mais le foot féminin, qu'est-ce qu'il a fait pour l'instant? Il a fait du foot féminin à Lyon. Pour l'instant, il a monté avec la ligue. fédération, il en est le président de la Ligue, et avec la fédération, il a contribué au développement du foot féminin. Président de la Ligue, il y a 500 spectateurs par match. On va voir comment ils vont faire vivre la Ligue. Ah, c'est sûr que le football féminin est moins crédible que le foot masculin, moins médiatique en tout cas. Mais Lionel, pourquoi Mediapro il a laissé passer le président du siècle? Pourquoi il a laissé passer le Mediapro? Pourquoi il a laissé passer les salaires à la brune? Vous avez vu le Sénat? Moi j'ai lu ce matin ce qu'a déroulé le Sénat. Le Sénat est en train de dire on tue le football aujourd'hui. Comment les présidents ont laissé faire la brune? Peut-être parce qu'il ne tire pas toutes les ficelles, justement, Michel Moulin. Mais oui, alors s'il les tenait pas, il aurait dû s'exprimer. Moi, ce que je propose... s'il y a un truc qui va pas, je le dis. Michel Moulin, les propos sont forts, en tout cas ils sont directs et ils peuvent être estimés être sévères, ce sont les vôtres. Si jamais Jean-Michel Aulas nous entend ou entend a posteriori vos déclarations, il est évidemment le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio dans notre émission pour pouvoir s'exprimer et vous répondre directement en direct. Oui, mais il va avoir du mal. Hein. Pourquoi? Parce que pour m'expliquer de laisser passer Mediapro, comme il a laissé passer son ami Quillot, pour me laisser avec son ami Labrune, ce qu'ils ont fait sur les salaires de Labrune et sur ses primes, il va falloir qu'il m'explique longtemps. Eh bien, qu'il ait refusé l'aide de la sécurité, qu'il ait refusé mon aide parce que son responsable comme parent, le directeur de la Ligue lyonnaise, est au courant, qu'il ait refusé les aides pour la sécurité, il va falloir qu'il m'explique longtemps pourquoi. Parce que si là, il a des résultats. Et là, ils n'en ont plus de résultats. Karim Zeribi, juste un petit mot peut-être sur, on l'a compris, ces déclarations de Michel Moulin qui sont... D'un passionné, Lionel, d'un passionné de football. Vous pouvez estimer, Michel, que pour certains, et notamment dans le camp de Jean-Michel Aulas, ou les proches de Jean-Michel Aulas, ça puisse être perçu comme quelque chose d'une attaque assez violente, tout de même. Oui, on est d'accord. Très bien. Non, bien sûr. Karim Zeribi, qu'en pensez-vous? Non, mais moi, je connais bien Michel Moulin. Hein, donc, si je suis autour de cette table, c'est aussi parce que je connais l'homme, je connais le personnage, et je sais que c'est un garçon entier. Qui dit toujours ce qu'il pense, avec beaucoup d'authenticité. Et donc, dans l'authenticité de Michel, il y a de la passion et parfois de la colère. Donc, le mieux, j'ai envie de vous le dire très clairement, serait effectivement que Jean-Michel Aulas accepte un jour d'échanger, de débattre avec Michel Moulin. Parce que moi, personnellement, je dirais que ce que dénonce Michel, ce n'est pas la faillite d'un homme, c'est la faillite d'un système. Donc, et je pense que si le football français dysfonctionne aujourd'hui, c'est que collectivement, nous n'avons peut-être pas les hommes aux bons endroits et aux bonnes places. Donc, et je préfère évoquer la question systémique plutôt que la question très personnalisée de Jean-Michel Aulas, parce qu'encore une fois, je pense que Jean-Michel Aulas est un homme qui a aussi apporté au football français. Donc, avec un grand centre de formation à l'Olympique Lyonnais, on l'a déjà dit dans cette émission d'ailleurs, et Michel n'a jamais dit le contraire là-dessus. Je veux dire, donc, il a fait un stade, donc, il a mis Lyon aux plus hautes places du football français et européen régulièrement. Jean-Michel Aulas, il a fait des choses. Et il a fait des choses, comme Michel aime le dire aussi souvent, avec son argent. Et pas avec l'argent des autres. Donc c'est un véritable entrepreneur, c'est un vrai chef d'entreprise. Après, dans les instances du football, et c'est là que Michel porte la critique, dans les instances du football, dans le rôle qui a été le sien, peut-être, Michel, qu'il y a des choses qui peuvent lui être reprochées, mais on ne peut pas simplement se tourner
vers Jean-Michel Aulas pour expliquer la faillite ou les dysfonctionnements du football français. Je veux dire, c'est plus large que ça, la problématique. Il y en a d'autres aussi qui ont des places prépondérantes aujourd'hui et qui font pas ce qu'ils doivent faire. Donc c'est là où un débat mériterait d'être posé. Donc peut-être toute une émission consacrée un jour avec Jean-Michel Aulas, avec d'autres. On lance et Michel, à Jean-Michel Aulas un droit de réponse évidemment par rapport à l'attaque en règle de Michel Moulin. Il faut le dire. Allez-y, Michel Moulin. Mais Karim, il est entouré que de béni oui. Tu le sais très bien, Karim. Il ne s'entoure pas de bons. Moi, ce que je vous explique toujours, la force d'un patron, c'est un mec qui s'entoure de très bons. Aujourd'hui, quand il parle de sécurité, nous condamnons, mais vous condamnez, mais vous faites quoi derrière? Vous vous réunissez, vous faites quoi? Mais tu es convaincu qu'il a les pleins pouvoirs? Ils ne connaissent pas la sécurité. Mais tu es convaincu qu'il a les pleins pouvoirs? Parce que tu parles comme s'il avait les pleins pouvoirs surtout. Mais est-ce que c'est Philippe Diallo qui a les pleins pouvoirs? Vous l'avez écouté, Philippe Diallo? Il est le président de la fédération, Michel Moulin. C'est le président de la fédération. Il y avait Aulas. Il est président. Il y avait Diallo, il y a toujours Aulas. Qui se représente encore aujourd'hui à 76 ans? Aulas. Il va durer jusqu'à quand, ce type? Ouais, enfin, Le Graët se présentait aussi à l'époque, je veux dire, donc il n'était pas tout jeune. Et il a fait... Oh, écoutez, quand Aulas avait des soucis à un moment donné dans son club, il prenait la parole, il était bon. Aujourd'hui, tous les problèmes du foot, pourquoi ce monsieur aujourd'hui fait l'autruche? Pourquoi il fait l'autruche? Parce qu'il n'est plus patron du club, il n'est plus patron de l'OL. Mais parce que c'est pas un bon... Et il se prend pour le parrain, et il tire toutes les ficelles. Comment il peut faire à tête? Ça, c'est vous qui le dites, hein, Michel Moulin. Je suis obligé de préciser en direct ce soir que c'est vous qui dites qu'il tire les ficelles et qu'il est le parrain. Je vous donne un exemple. Ça va faire plaisir aux Stéphanois, ça. Sage est entraîneur de Saint-Etienne, il n'a pas le diplôme. On aurait vu si Sage, en étant entraîneur de Saint-Etienne, aurait eu son diplôme qu'on lui a donné cet été. Alors qu'il y a plein de bons entraîneurs qui essaient de faire le stage, qu'on refuse, on ne sait pas pourquoi, certainement parce qu'ils ne sont pas bretons. D'accord? Et pourquoi c'est Aulas qui serait responsable de ça? Comme Klopp, on aurait dit Klopp, Sage. Moi je veux bien, Sage il est pas mal, mais c'est pas Klopp. Donc il aurait dû passer les stages comme tout le monde. Mais pourquoi c'est Aulas qui serait responsable de ce que tu viens d'évoquer et qui est effectivement une anomalie? C'est Aulas qui l'a dit, il a dit ça. Karim, il a dit. Alors il s'est exprimé, Michel. Il a appelé Fournier, son ancien joueur, il a dit voilà, il faut lui donner le diplôme à celui-là. Michel, il s'est exprimé également sur Sud Radio puisqu'il a... Michel Moulin, Jean-Michel Aulas s'est exprimé sur Sud Radio récemment dans une interview exclusive, il y a une semaine maintenant. Il s'est expliqué, il a tout dit d'ailleurs sur la passation de pouvoir après l'Olympique lyonnais, sur sa vision du football. Donc il s'exprime, il prend la parole. Il n'est pas muet, il n'est pas silencieux, Jean-Michel Aulas. Il n'a pas débattu avec vous. Il n'a pas débattu avec vous et vous n'avez pas opposé vos idées. Ça, c'est vrai. Posez-lui la question, mais il faut lui poser les bonnes questions. Parce que moi, quand il parle aux gens de l'équipe, c'est pseudo. Non, mais là, il a parlé à Sud Radio et Sud Radio a posé les bonnes questions, Michel Moulin. Vous ne pouvez pas dire que les bonnes questions n'ont pas été posées par Sud Radio aussi. La question de Sud Radio, est-ce qu'ils y ont posé Mediapro? Comment vous avez pu ne pas voir le problème de Mediapro? Mais parce que vous êtes le seul à estimer qu'il est le seul responsable dans le fiasco de Mediapro, Michel Moulin. C'est pour cette raison. Mais Lionel, même s'il n'est pas responsable, mais allez, il n'y a pas que lui, ils sont tous responsables. Mais lui, le président du siècle, c'est-à-dire que d'après les gens de l'équipe, il n'y a jamais eu un président aussi fort que lui. Il n'a pas pu dire, Mediapro, il y a un souci. On donnera un droit de réponse à Jean-Michel Aulas après sur la Brune, sur les salaires de la Brune, Michel Moulin. Sur les salaires de la Brune, il n'a pas pu dire, moi en tant que chef d'entreprise, donner 100 000 euros. Moi je donne 100 000 euros à quelqu'un, il faut qu'il ait 1 million de salariés à s'occuper. Il a baissé son salaire à Vincent Labrune récemment. Je suis contre M. Labrune, on ne peut pas lui donner son salaire. Il n'a pas pu le dire ça. Michel Moulin, on donnera l'occasion, on sent évidemment qu'il y a tout le long de la colère, Michel, dans vos propos. Vous expliquez ce qui se passe. Oui, bien sûr, mais on va, Michel, si vous le permettez, on va pas faire une spéciale Jean-Michel. Non, vous restez avec nous. On va pas faire une spéciale Jean-Michel Aulas. Je vous pose la question. Mais non, parce que vos propos sont forts, Michel. Ils sont forts et effectivement, c'est une attaque en règle contre Jean-Michel Aulas, il faut le dire. Donc voilà pourquoi on essaie de trouver un équilibre, vous voyez. Une attaque en réel contre le vice-président, qui est le président de la fédération, qui amène le football français dans le mur en ce moment.
Non mais, C'est ça que je suis en train de dire. Pour terminer, tu as le mérite au moins de dire ce que tu penses. Dans un monde fait d'hypocrisie et de copinage, tu as au moins le mérite de dire ce que tu penses. Et ça mérite un débat. Mais le débat est ouvert. Avec le principal concerné, Jean-Michel Aulas. Je dis aux auditeurs aujourd'hui, je joue au football depuis l'âge de 6 ans. Donc ça fait 57 ans que je suis dans le football, c'est ma passion. Ils sont en train de nous tuer notre passion, ces mecs. Qui retourneront, ce mec. Il était handballeur, qui reste handballeur. Faut pas exagérer non plus, il a fait de belles choses pour le foot. On clôt le débat provisoirement autour de Jean-Michel Aulas. On vous retrouve dans... Oh, il est cette fois champion de France quand même avec l'OM. Non, pour Lyon, mais j'ai jamais critiqué son boulot à Lyon. Alors pourquoi le renvoyer au handball? Il a fait des belles choses avec le foot quand même. Parce que maintenant il faut le stade, le club coté en bourse, c'est pas un mauvais chef d'entreprise non plus. À tout à l'heure Michel Moulin, à tout à l'heure Karim Zeribi, Alexandre Letellier et Jimmy Algerino que l'on n'oublie pas. On marque une pause, on parlera d'un autre coup de gueule parce que c'est Karim Zeribi qui en veut un peu à l'Olympique de Marseille et donc il va y avoir une belle explication avec Alexandre Letellier, champion de France avec le PSG en face de vous, Karim évidemment. Tu lances la pub là, s'il te plaît. Et on évoquera le Ballon d'Or aussi dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio, le But Football Club. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Et vous l'avez sans doute entendu sur notre antenne, on parle vrai, on parle football, on parle avec le cœur, on parle avec la passion, avec les tripes. Dans cette émission, comme chaque jeudi, il se passe toujours quelque chose. On est ravis donc d'être avec Michel Moulin, Karim Zeribi, Alexandre Letellier et Jimmy Algerino. Avant d'évoquer le Ballon d'Or et le côté pathétique aussi peut-être de la cérémonie avec l'absence notamment des joueurs du Real Madrid et Rodri qui a été sacré, je crois que vous aviez un petit coup de gueule à pousser Karim Zeribi, ou alors c'est quoi? C'était peut-être présenter vos excuses aux supporters parisiens? Non. Non, pas après du tout. Présenter mes excuses. Au nom de quoi je vais présenter mes excuses, moi? J'étais persuadé jeudi dernier que l'OM allait gagner. S'il y a des gens qui doivent présenter des excuses, c'est les joueurs de l'Olympique de Marseille à leurs supporters d'abord. Et c'est pour ça que je voulais faire passer un coup de gueule ce soir, parce que moi j'étais au stade Vélodrome dimanche pour le Classico. Ah, mais c'est pour ça. C'est vrai que nous attendions beaucoup de ce match, à la fois en qualité, en suspense et évidemment derrière la qualité et le suspense qu'on attendait, les supporters de l'Olympique de Marseille voulaient voir enfin à nouveau une victoire de l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain, parce que nous pensions, et nous étions très nombreux à le penser, que le Paris Saint-Germain n'était pas au mieux de sa forme, et c'est pas le plus grand Paris Saint-Germain qu'on a connu, et que derrière nous avions fait un début de saison qui, par certains aspects, je dis bien par certains aspects, parce qu'il est irrégulier notre début de saison, mais par certains aspects il était très prometteur, avec des joueurs de tempérament, des joueurs de qualité, et puis l'apport de nouveaux joueurs, je pense à Adrien Rabiot notamment, qui devait nous apporter un plus pour franchir quelques échelons. Au final, mais moi j'ai honte aujourd'hui. J'ai honte pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. J'ai pas honte pour les supporters qui ont été fantastiques, comme toujours. Le chaudron du Vélodrome, la chair de poule au début du match, plein, les tifos, ce tifo de Ravanelli avec Ducrot, tête contre tête, tout. C'est fantastique. Il y a des gens d'ailleurs qui viennent au Vélodrome que pour voir ce qui se passe à les tribunes. Force est de constater que les supporters à eux seuls sont un spectacle. Mais le spectacle, c'est aussi sur le terrain qu'on a envie de le voir, sur le rectangle vert. Et là, il y a une indécence de la part des joueurs qui ont porté le maillot bleu et blanc qui est insupportable. Même s'ils ont été réduits à 10 très précocement. Non. Moi, il faut arrêter avec le carton rouge. Il n'était pas mérité, certes, mais carton rouge par carton rouge, il y avait 3 classes d'écart entre les deux équipes. On aurait dit une équipe qui jouait le haut du tableau, effectivement, qui a une dimension européenne, avec une équipe qui était non plus de Ligue 1, voire de Ligue 2, voire moins. Je veux dire, le rythme. Aucun rythme dans notre équipe. Incapable de faire un pressing. C'est les Parisiens qui venaient nous chercher dans la surface dès la première minute de jeu. Alors que normalement, si tu es digne de porter le maillot de l'Olympique de Marseille, tu vas les chercher dans la surface. Ouais. Tu vas les chercher chez eux. Tu ne les laisses pas relancer au pied tranquille. Agressivité dans les duels. On n'a pas gagné un duel. Un seul duel. Mais attends, excuse-moi, mais tu mets n'importe quel supporter pour charger Barcola, il vole sur 3 mètres, donc au moins dans les premiers contacts. Barcola, ils ont vu que son numéro. Donc à chaque fois qu'il touchait le ballon, il passait. Non, attends, laisse-moi terminer. Donc c'est important que je dise, parce que moi je suis supporter de l'Olympique de Marseille, mais je ne suis pas supporter de ces joueurs indécents, de ces joueurs irrespectueux.
Ce maillot, il faut mériter de le porter. Il y en a d'autres qui l'ont porté avant eux, qui ont fait de grandes choses. Il y a des gens qui venaient de Metz. Je parlais avec des gens à la fin du match en voiture, qui gagnent 850 € par mois, qui payent des sommes astronomiques pour venir parfois avec leurs enfants, parce qu'ils ont ce club au cœur. Mais quel respect pour ces gens-là. Mais quel respect pour ces multimillionnaires qui se prennent pour des stars, alors qu'aujourd'hui, on attend qu'une chose, c'est qu'ils gagnent des titres, enfin. Donc, les anciens ont gagné des titres. Les anciens méritaient de porter le maillot de l'Olympique de Marseille. Et quand je dis ça, et j'en termine, j'en veux pas à Mehdi Benatia, qui lui fait le job. Lui, il fait le job. Et je suis sûr que si on avait eu un Benatia sur le terrain, ça ne se serait pas passé comme ça s'est passé, avec la grinta et la niaque qu'il a pour former cette équipe. Il a ouvert son carnet d'adresse, il a donné les coups de fil, il a monté l'équipe qui devait monter. 2 Herbie, et il a peut-être fait quelques erreurs techniques. Mais c'est sur le rectangle vert qu'ils n'étaient pas au rendez-vous. Et moi, je leur en veux. L'analyse technique de Karim Zeribi, vous auriez pu la faire, Alexandre Letellier. Non, elle est parfaite. Sportivement parlant, il y a le cœur, évidemment, la passion et la déception du supporter marseillais. On est bien d'accord. Mais c'est très juste ce qu'il dit sur l'engagement, sur le pressing des Parisiens, notamment après ce match. Non, c'est vrai, l'analyse, elle est très bonne. Hein. Qualité technique, je vais même oublier. Mais la semaine dernière, vous critiquiez un peu le niveau de jeu du Paris Saint-Germain. Là, j'ai retrouvé vraiment un Paris Saint-Germain conquérant. Comme vous l'avez très bien dit, c'est vrai qu'ils ont fait le pressing dès la première minute. Voilà, on avait l'impression que c'était plus Paris qui jouait à domicile. Et honnêtement, je m'attendais vraiment à que l'OM, avec toute cette attente qu'il y avait, bien sûr, soit plus agressif. On fait le même constat. Non, mais c'est vrai. Mais après, c'est vrai qu'au bout de 6 minutes, quand il y a 1-0, c'est compliqué. Le carton rouge, je suis désolé, mais je pense que ça n'a rien changé. Ah oui, d'accord. Ça n'a rien changé dans le sens où... il n'est pas mérité, mais ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé parce que le carton rouge est à la 20e minute. À la 20e minute, l'OM ne touchait pas le ballon, donc ça ne changeait rien. Après aussi, il faut dire une chose, c'est que nous, l'année dernière, on a pris un rouge à la 40e et on était capable de gagner le match. Donc ça, c'est une chose aussi. Voilà, quand il dit nous, c'est le PSG, bien sûr. Hein. Pas Marseille. Quand on joue à domicile et vous louez la ferveur du Vélodrome, réduit à 10 ou pas, il peut y avoir une réaction aussi. Ouais. Moi, j'ai vu aussi une chose, c'est qu'à la mi-temps, les supporters, ils partaient. Mais il y a 10 000 qui sont partis sur 67 000. Alors je sais que sur 67 000, vous les avez pas au parc. On les a pas, mais à la mi-temps. Sur 67 000, il y en a 10 000 qui sont partis. À la mi-temps, les supporters, ils partent pas. Non, il y en a 10 000 qui sont partis. Il y en a 10 000 qui sont partis. Il y en a 10 000. Mais je vais te dire, s'ils sont partis, c'est aussi, comment dirais-je, un acte de dignité. Excuse-moi, à un moment donné, il faut que les mecs sur le rectangle vert, ils méritent les gens qui sont dans les tribunes. Ils ne le méritaient pas dimanche dernier. Est-ce que vous avez le même regard, Jimmy Algerino, sur ce que dit Karim, ce qui est confirmé par Alexandre Letellier, et est-ce que pour vous, donc, l'OM a été pathétique, puisque c'est le fil conducteur de notre émission? Pathétique, non, parce qu'il y a vraiment une voire 2 classes de différence entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Par contre, moi, la seule chose, moi, déjà, bravo à Karim de faire une si belle analyse. Par contre, moi, ce que je constate juste, c'est que l'institution de l'OM, elle existe. Il y a beaucoup de gens dans les tribunes qui la respectent. Par contre, moi, je trouve qu'au niveau du club et effectivement sur le terrain, il y a trop eu de personnes qui ne l'ont pas respecté. D'ailleurs, l'autre fois, on en a parlé avec le fils Tapi. Il disait qu'apparemment, le fait de galérer par rapport à la statue de son père ou le maître, ainsi de suite. Mais moi, dans le club, moi, je me pose la question, comment ils ont fait pour motiver, pour essayer de montrer à tous ces joueurs-là qui arrivent, qui sont là pour la plupart arrivés cette saison, qu'est-ce que c'est un classico à Marseille, et puis surtout, c'est que comment on fait et comment on le gagne. Et là, au bout de 20 minutes, c'était incroyable. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'impact, il n'y avait rien. On parle de l'arbitre, mais l'arbitre, c'est la seule faute à la 20e minute qu'il y a eu. Parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à les attraper, il n'y avait aucune intensité. Donc c'est normal, une faute comme ça, l'arbitre il est obligé de la siffler. Mais parce qu'avant, il n'y a aucune intensité de la part des Marseillais. Donc pour moi, l'institution, il y a une institution énorme à Marseille, avec ce stade, avec ce public, avec ces passionnés. Mais aujourd'hui, au niveau de certaines personnes au club et des joueurs, ne l'ont pas respecté. Et je ne sais pas s'ils vont la respecter cette saison et les autres saisons. Michel Moulin, êtes-vous aussi bouillant sur le cas de l'Olympique de Marseille que vous l'avez été dans la première partie de l'émission? Oui, parce qu'on revient à ce que je dis, tuer le foot. C'est-à-dire aujourd'hui, ce match-là, mais Karim a beaucoup résumé de choses que je voulais dire. C'est-à-dire, on peut dire qu'en ta qualité technique, on est mauvais.
à Marseille. Mais physiquement, c'est comme un match de Coupe de France. Nous, quand on allait jouer en Corse, moi, je me rappelle quand j'allais en Corse, on jouait à 50% parce qu'on avait peur de la pression. Là, c'est inadmissible ce qui s'est passé. C'est inadmissible parce que les mecs, ils étaient copains, ils se font la bise avant. Il n'y a plus ce phénomène de bagarre. À un moment donné, je vois Barcola, il pousse Murillo, il fait comme si... Mais moi, je suis Murillo, je me relève, je vais lui souffler dans la figure à Barcola. Je lui fais peur. Mais là, il n'y a rien. Et là, on revient, on revient au management. Moi, chaque fois, excusez-moi, je retire là-dessus. Longoria, là, il a ses limites, là. Parce que c'est lui. Et vous savez que pour le féliciter d'avoir encore abîmé le football français, il vient de le nommer vice-président de la Ligue de football. Hier, vice-président de la football, monsieur Longoria. Voilà, et c'est inadmissible. Comme dit Karim, il y a des gens qui se saignent, les pauvres petits. Ils ont payé, moi, je sais qu'il y a des gens qui ont payé 200 € avec leur... Pour voir ça. Mais les petits, ils ne retournent plus au foot. Ils tuent le football. Ouais. Mot de conclusion rapide, Karim. La cerise sur le gâteau, parce que là, vous passez ça de... Oui, peut-être. Hein. Mais l'arbitrage, comment on peut mettre en rouge direct sur un match comme ça? On sait que c'est le match de l'année. L'arbitre, il doit avoir quand même une certaine intelligence aussi. Ou alors, moi, je pense qu'ils veulent se payer Benassia par rapport à ce qu'il a dit sur l'arbitrage. Et il vire le mec. Il va même pas la VAR. La VAR, elle existe. Attention, Michel. Encore une accusation, hein, Michel. Là, on est en direct. Voilà. D'accord. Mais moi, je sais que vous assumez complètement. Ouais. Je dis ce que je pense. Ah, ben ça, c'est clair. On l'a bien compris. Hein. C'est quand même bizarre que cet arbitre, d'un seul coup, la VAR n'existe pas. Mais le pied, on voit à la télé que le joueur de l'OM, il ne regarde pas le Marquinhos. Alors attendez, juste un mot de conclusion avec Karim sur Marseille et on marque une pause après. Je l'ai dit, Michel. L'OM, c'est inadmissible. L'arbitre, c'est inadmissible. Longoria, c'est inadmissible. Je l'ai dit, le carton rouge est tout à fait, effectivement, immérité, ok. Mais la réalité, c'est que quand tu joues ce genre de match, que tu es footballeur professionnel, de surcroît que tu portes le maillot de l'Olympique de Marseille, tu t'en fous de Longoria, des dirigeants, de qui. Tu n'as pas besoin de management. Je veux dire, à un moment donné, tu te motives tout seul pour aller gagner ce match. Tu n'as pas besoin du président. On stoppe le débat, Michel Moulin, on marque une pause. Karim, tu as 100% raison. Mais si tu es un bon président, tu les soulèves, les joueurs. A tout de suite sur Sud Radio, But Football Club. Ils ont besoin du président. Idexport, la passion du sport, présente... Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec des débats passionnants, passionnels, bouillants, muy caliente, et effectivement avec Michel Moulin, avec Karim Zeribi, Alexandre Letellier et Jimmy Algérino. On bouscule un tout petit peu le conducteur parce que nos chroniqueurs ont envie de dire des choses encore sur ce match entre Marseille et Paris, même si c'était dimanche. Il y a beaucoup de choses à dire a posteriori et à froid, et notamment Jimmy Algérino, vous n'avez pas pu vous exprimer sur le carton rouge. Je crois que vous vouliez préciser quelque chose, allez-y. Précisez-nous avant si c'est une petite vanne dont vous avez le secret. Hein. Je voulais répondre à Michel, mais sur un match aussi important que le Classico, tu parles de Harit qui ne voit pas Marquinhos, mais c'est un match hyper important. Le mec, ça fait 20 minutes de jeu qu'il joue, s'il ne le voit pas arriver et qu'il n'enlève pas son pied juste avant de le charger, et en plus de ça, on voit bien la marque, c'est que le mec, il n'a pas à jouer ce genre de match. Au bout de 20 minutes, quand tu as un niveau quand même, tu veux un niveau international, c'est pas logique que sur une action comme ça, le joueur n'arrive pas à voir qu'il y a un joueur adverse qui va arriver, qui va lui prendre le ballon. Juste ça. Et moi, je peux comprendre le carton rouge de Le Texier. Michel Moulin. La réponse. Jimmy, c'est un professionnel. Moi, je ne le comprends pas du tout. Personne n'a douté d'ailleurs de la marque de Marquinhos s'il avait avant le match, avant s'il avait cette marque. Moi, sincèrement. Michel, oui, voilà, là, Michel, il y a l'ironie, c'est la marque des crampons, il se les a fait avant, à l'échauffement. Moi, je vous dis juste un truc. Si, c'était des coniques, on a reconnu, c'était des coniques, Michel. Mais il le voit pas arriver, Jimmy, j'arrive pas à comprendre Jimmy. Il le voit pas arriver. Je vous dis, non, mais Karim, juste un truc. Allez, quoi qu'il se passe, Jimmy, moi je t'écoute, tu as été pro, donc hop, mais l'arbitre, il doit quand même un peu
se dire, voilà, c'est déjà compliqué, on voit ce qui se passe, tu mets un jaune mais tu mets pas un rouge comme ça. Ouais. Tu sais que tu as tué le match au bout de 20 minutes. C'est pas une agression caractérisée. Tu sais que tu mets un rouge là, tu as tué le match. Il faut que l'arbitre, et tu vas voir la VAR au moins. Allez, tu vas respecter les gens, tu vas voir la VAR, tu vas respecter les 67 000 personnes et tous les gens qui ont regardé le match. Et là, je reviens d'ailleurs à un clin d'œil. Quand je vois la Brune à la mi-temps rigoler avec Nasser, mais il ne doit pas rigoler, la Brune, il doit se dire, il doit pleurer normalement, il doit se dire, je vais mes droits télé. Lui, il continue à rigoler dans la tribune. Juste un petit mot, on profite. L'arbitre, je suis sûr de moi, qui doit... Quoi qu'il se passe, Jimmy, même si tu as peut-être raison, mais il ne doit pas sortir le rouge. S'il est un peu truc, il doit aller voir la VAR, il doit pas sortir le rouge. Bon, ça n'aurait pas changé en tout cas l'issue du match, puisque ça a été dit. Ça ne changeait rien. Oui, ça donnait ça ne changeait rien. Il y avait 2 places. Mais ça a donné comme un peu plus d'espoir au public et trucs comme ça. Ouais. Là, au bout de 20 minutes, ça a été fini. Michel, avant qu'on parle du Ballon d'Or et d'Mbappé, j'aimerais juste profiter de la présence d'Alexandre Letellier, et après Jimmy pourra s'exprimer également, sur le fait qu'il y a cette théorie du complot que voit Michel avec les joueurs notamment, voilà, avec humour. Michel dit peut-être que Marquinhos avait déjà la trace des crampons avant la rencontre. Je sais que c'est une plaisanterie. Mais personne ne l'a dit. Non, mais est-ce qu'on peut imaginer par exemple que Marquinhos ait un peu simulé ou exagéré le choc avec Harit pour provoquer le carton rouge? Ça se fait quand même sur un terrain, qu'on soit à Marseille ou à Paris ou dans n'importe quel autre club, Alexandre. Évidemment que ça se fait. Voilà, merci de votre sincérité. Mais je pense pas qu'il ait simulé à ce moment-là. On l'a tous vu la marque. Je pense qu'il a vraiment eu mal, qu'il a vraiment eu un impact. Après, en tant que spectateur, j'ai trouvé dommage que le carton rouge soit sorti tout de suite comme ça. Parce que bon, voilà, dans un classico, ce qu'on veut, c'est du spectacle. Il y a des chocs après. Et il y a des chocs, voilà. Et on a connu des classicos beaucoup plus rugueux. Voilà, c'est dommage que ce carton rouge ait déterminé que le match ait été terminé, quoi. Surtout qu'Harit n'est pas connu pour être un joueur violent, hein. Non, mais loin de là. mais je veux dire, si c'est un joueur qui est accoutumé à des gestes ou des agressions, tu t'es dit, bon, je vais rien laisser passer. Mais là, il le voit pas arriver, il arrive de derrière Marquinhos. Et bon, je veux dire, c'est pas volontaire. Après, il y a l'enjeu, effectivement. Gardez la main, Karim Zeribi. J'aimerais avoir votre sentiment sur la cérémonie du Ballon d'Or, le classement, Rodri, le fait qu'Mbappé ne soit pas sur le podium, par exemple, qu'il soit très très loin. Qu'est-ce qui vous choque le plus ou qu'est-ce que vous trouvez le plus pathétique? Parce que c'est un peu le terme de notre émission ce soir. Non, mais on a eu l'impression dans cette série, dans cette séance du Ballon d'Or, que rien n'allait, quoi, rien ne fonctionnait, quoi. Donc, que ce soit l'organisation, que ce soit la désignation du Ballon d'Or, l'absence du Real. Et vous pensez que Rodri ne méritait pas le Ballon d'Or? Je pense que Vinicius le méritait plus que lui. Je n'enlève rien à la qualité du joueur de Rodri. Je veux dire, ce qui est un merveilleux joueur. Mais si on avait voulu récompenser à l'époque des milieux de terrain, Iniesta et Xavi, aurait pu l'avoir. Donc, ils l'ont pas eu pour autant. Là, je m'interroge. Moi, Vinicius, pour moi, est un joueur hors norme, donc qui a fait une saison fantastique, et qui méritait largement le Ballon d'Or. Donc, ça me fait penser à ce Ballon d'Or de 1986, qui avait fait beaucoup parler de lui. Je sais pas si vous vous souvenez, ce joueur de Dynamo de Kiev, de Belanov, attaquant, qui avait pris le Ballon d'Or cette année-là, alors qu'on avait Lineker, qui avait fait une saison exceptionnelle, Van Basten, qui avait fait une saison exceptionnelle, et tout le monde avait dit, mais qu'est-ce que c'est cette anomalie? Depuis 1986, on n'avait pas ressenti ça. Ben là, je trouve effectivement que quelque part, on touche le fond. Jimmy Algerino, le fait qu'Mbappé soit 6e, qu'il ne soit pas sur le podium, est-ce que vous trouvez que c'est logique, que c'est normal par rapport à sa saison? Et est-ce que pour vous, le Ballon d'Or s'éloigne progressivement, étant donné qu'il y a quand même une forte concurrence, on l'a constaté désormais? Ah oui, bah c'est joli même qu'il termine 6e. Hein. Pour moi, là, par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est plutôt positif pour lui de se retrouver dans les 6 premiers. Après, sur le fait que ça s'éloigne, effectivement, il y a un peu plus de concurrence. C'est vrai qu'on s'imaginait que après Messi et Messi, Ronaldo, ça serait Haaland et Mbappé. En fait, on n'a pas vu arriver tous ces jeunes joueurs qui sont, comme par hasard, qui viennent d'Espagne et surtout de Barcelone, et qui ont la possibilité peut-être d'amener de la concurrence, voire de dépasser très rapidement Mbappé. Mais bon, je reste quand même positif pour Mbappé, en espérant qu'il retrouve très rapidement son niveau. Et après, concernant Rodri et Vinicius,
moi je sais plus avec ce Ballon d'Or, parce que le Ballon d'Or, normalement, c'est pour dire le meilleur joueur au monde. On est bien d'accord, c'est ça. Mais maintenant, il y a des critères. Donc, en fait, maintenant, le joueur, le meilleur au monde, il faut qu'il rentre dans ces 3 critères. Et comme par hasard, au niveau de un petit peu du fair play, de la correction, ce qui est certes au niveau des cartons et tout, mais après sur le comportement sur le terrain, chacun a le droit de se motiver comme il peut, comme il veut, pour être le meilleur. Et là aujourd'hui, Vinicius, il est pénalisé par rapport à ces quelques petits comportements qu'il a sur le terrain. Donc moi je comprends plus le Ballon d'Or. Est-ce que c'est le meilleur joueur au monde qui est élu? Ou est-ce que c'est le meilleur joueur qui rentre dans les 3 critères que propose le François? C'est sans doute la deuxième option, vous avez raison, Jimmy Algerino. Votre sentiment, Michel Moulin, sur le cas Mbappé? Avez-vous le sentiment que, par rapport au classement, par rapport à ses débuts difficiles avec le Real, les critiques dont il fait l'objet, il est en train de plafonner, voire de régresser désormais? Il y a 2 sujets là. Je vais vous parler d'Mbappé, si vous voulez. Mbappé, pour moi, l'erreur que le Real fait, c'est pas un numéro 9. Donc à partir de là, Mbappé aujourd'hui peut que régresser parce que c'est pas un joueur, c'est un joueur de couloir, c'est pas un numéro 9. Et là, le match contre Barcelone, il est 8 fois hors jeu. Quand vous voyez Haaland l'année dernière, sur toute la saison, il a été 8 fois hors jeu. C'est-à-dire sur un seul match, il a fait autant qu'Haaland sur toute une saison. C'est pas un avant-centre. C'est ni Lewandowski, c'est ni Haaland. Et d'ailleurs, ces équipes-là, c'est ni Harry Kane. Mbappé, c'est un joueur de couloir. Donc voilà. Mais moi, je voulais revenir sur l'organisation et Karim l'a dit lui-même. Donc comme ça, c'est pas moi cette fois-ci qui critique. C'est l'amateurisme de cette organisation. On revient encore au groupe Amaury. L'amateurisme. Quand vous voyez que c'est Gastaldi et Caron Galli, je crois, qui représentent le groupe, là vous dites où on en est, ou du charisme, des gens qui... Pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît, Michel Moulin. Vous dites ce que vous pensez, mais ce sont des attaques directes et personnelles. Attention, Michel. Je veux bien expliquer aux gens ce qui se passe. Bon, alors allez-y. Et moi, si je suis le Real de Madrid, alors là, je vais vous dire plus loin, si vous voulez, au niveau du Real de Madrid, je ne viens pas non plus. Pourquoi? Ça fait des mois qu'on nous bassine que personne n'est au courant du vainqueur. Qu'il n'y a qu'une seule personne qui doit être au courant. Le matin du Ballon d'Or, on est tous au courant que c'est le joueur qui va gagner. Donc ça veut dire magouille, ça veut dire que je ne me déplace pas avec mes joueurs. On nous a menti pendant des mois, encore l'amateurisme de ce groupe. Pendant des mois, on nous a bassiné que personne ne serait au courant qui avait gagné le Ballon d'Or. Le matin même, tout le monde nous l'annonçait. Oui, bon, en général, chaque année, il y a toujours des médias voisins qui ventilent l'information. Non, chaque année, c'était... Les autres années, il annonçait aux joueurs avant. Oui. Là, cette fois-ci, ils ont dit que ça serait non. Et ça s'est su. Bon, il a su 24 heures avant. Rodri l'a su 24 heures avant. Voilà. Mais Rodri, moi je vous dis, je suis au Fiorentina. Moi, on me dit, personne n'est au courant, on le saura le jour de le truc. On me l'annonce le matin, ma délégation n'y va pas non plus. Un petit mot d'Alexandre Letellier. Tout le monde critique le Real de Madrid. Ouais. Quand ils ont nommé, je crois, le Real de Madrid pathétique, vous voyez. Mais pour moi, c'est le journal L'Équipe qui est pathétique, enfin France Football. Bon, très bien. On voit que Michel dit vraiment ce qu'il a sur le cœur, mais je préfère quand même prendre une certaine distance et une mesure par rapport à nos auditeurs et les gens qui écoutent et les personnes qui sont susnommées par Michel Moulin. Ouais. Et Vinicius ne pouvait pas gagner. Moi, je vous explique pourquoi. Parce que leur truc est mal organisé. Ils mettent 8 joueurs du Real. Moi, je choisis. Je suis obligé à un moment donné de mettre un joueur. Il était battu d'avance. Un peu comme Griezmann en 2018. Il y avait 4 joueurs français. Il n'a pas gagné le Ballon d'Or. Allez, le temps tourne. Je voudrais entendre Alexandre Letellier sur le cas Mbappé, justement. Est-ce que vous avez l'impression que votre ancien partenaire est en train de plafonner, de régresser, alors que paradoxalement, il est capitaine de l'équipe de France et qu'il est au Real Madrid désormais? Plafonner, je sais pas. Après, voilà, là, il sort de quand même pas mal de choses. Changement de club, s'adapter du coup au Real Madrid et du coup à ce nouveau poste de numéro 9 qu'il n'a pas souvent occupé. Je pense que, vu le compétiteur que c'est, il va se remonter les manches. C'est pas devenu un canard boiteux. Non. En quelques semaines, on est d'accord. Bien sûr que non. C'est un super joueur, tout le monde le sait. Et je pense que voilà, il faut pas oublier qu'il a que 25 ans aussi. Il est encore jeune. Et je pense que là, cette déception qu'il peut très certainement avoir d'avoir fini 6e cette fois-ci va faire qu'il va faire une il grande va mettre fin de les bouchées saison. doubles.
Vraiment quelques secondes, Karim Zeribi. Quelques secondes, moi je pense que... Attendez Michel, j'arrive. Karim Zeribi, je vous cède la parole, Michel. Je pense que les qualités techniques et physiques de Kylian Mbappé sont toujours là. Mais moi je crains une chose, c'est que le garçon n'a peut-être pas pris conscience que quand tu arrives à ce niveau-là, que tu joues avec des extraterrestres et que tu en es un, il faut travailler beaucoup. Il faut avoir une hygiène de vie exemplaire. Mais c'est peut-être le cas. Il faut être. Je pense que aujourd'hui, il lui manque plus cette capacité à travailler comme Ronaldo le faisait, comme les plus grands le faisaient. J'espère qu'il va l'acquérir. Je le sens un peu détaché. Michel Moulin, pour conclure, parce qu'on marque la pause avant le foot amateur. C'est pour revenir sur ce que disait Alexandre. Il a 100% raison, Alexandre. C'est un très grand joueur. Mais c'est pas un numéro 9. On est d'accord. On marque une pause et on se retrouve pour parler du foot amateur. C'est un rendez-vous que vous appréciez dans notre émission. Dans quelques instants, on évoque le FC Istres avec Laurent Thomas. À tout de suite. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Et Jimmy Algerino et Alexandre Letellier avec nous dans ce studio et dans cette émission. Et notre rendez-vous avec le foot amateur depuis le début de la saison. Nous donnons la parole au foot amateur qui est le football silencieux, parfois le football d'en bas, mais ce n'est pas péjoratif dans ma bouche parce que le football amateur est très important pour le football en général. Voilà pourquoi la parole est donnée aux dirigeants, à ceux qui font le football amateur. Bonsoir Laurent Thomas. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio dans le But Football Club avec le site de référence butfootballclub.fr, manager général du FC Istres qui évolue en National 2. On rappelle quand même que Istres a joué en Ligue 1, en première division lors de la saison 2004-2005 et que finalement le régime n'est sans doute pas le même quand on est un club professionnel et qu'ensuite on a de nouveau le statut amateur. Le quotidien doit être très différent, Laurent Thomas. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a des difficultés pour votre club qui s'est qualifié brillamment en Coupe de France, mais des difficultés néanmoins pour assurer le quotidien? Effectivement, des difficultés on en a au quotidien, il faut pas se le cacher. Hein. Les résultats sportifs, c'est parfois l'arbre qui cache la forêt. Après, derrière, il y a des petites mains, des petits cerveaux qui essayent en tout cas de rendre le quotidien plus agréable pour les joueurs, éducateurs et bénévoles. Et tout ça, c'est pas simple. Il faut aller démarcher les entrepreneurs du coin. Il faut aller voir les collectivités territoriales. Voilà, on essaye de se battre pour donner une bonne image du football d'en bas, comme vous le disiez. C'est pas péjoratif non plus à mes yeux. Mais il est pas important, il est primordial, le football d'en bas. Et ça, tant que les institutions ne l'auront pas compris, on sera un peu dans ce marasme. Voilà, c'est ça en fait, Laurent Thomas. Tant que les institutions ne l'ont pas compris, j'ai l'impression que les dirigeants qui se succèdent à ce micro pour parler de football amateur, quel qu'il soit, hein, ou que ce soit en France, disent à peu près la même chose. Ils se sentent abandonnés par ce qu'on appelle les institutions, c'est-à-dire par la fédération, par les gens qui sont à la tête des ligues notamment. Est-ce que c'est aussi le cas? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis de la difficulté pour que votre club puisse finalement se développer comme il le devrait? Oui, quand vous dites la fédération, alors fédération effectivement c'est le dernier étage de la fusée quand on est un petit club amateur de district. Alors parfois vous avez affaire à des gens qui sont bienveillants, qui sont dans l'accompagnement. C'est parfois le cas dans les districts. Ça allait depuis un certain temps dans le district de Provence, par exemple. Après, quand on passe les marches, une à une, on arrive à la Ligue. La Ligue, on se rend compte que c'est compliqué. L'accompagnement, il est compliqué. On se rend compte que les dirigeants, c'est souvent des dirigeants qui sont plus dans le quotidien des clubs. Donc, ils sont plus au fait des difficultés que peuvent être confrontés les dirigeants de clubs aujourd'hui. Et il y a un fossé qui se crée entre les clubs et les institutions. Et malheureusement, le dialogue, il est difficile parfois à réinstaller. Donc c'est pour ça qu'il y a un certain ras-le-bol. Parfois, chacun reste dans son coin par individualisme ou par peur. Et puis parfois, comme ça peut être le cas dans certaines ligues, on l'a vu ces derniers temps, il y a des changements. Alors que peut-être que c'est peut-être le moment des changements, des mouvements. Et écoutez, ça fait un petit moment qu'on est dans ce microcosme footballistique régional où rien n'a trop bougé. On espère parfois que ça puisse changer. Quel est le projet pour le Istres Football Club? Parce que quand on a évolué en Ligue 1, que le club a été souvent professionnel et notamment en Ligue 2, est-ce que vous avez l'objectif ou peut-être le doux rêve de revenir parmi cette élite ou finalement c'est de construire en restant solidement installé dans le football amateur, Laurent Thomas? Après, comme vous l'avez dit, ça reste un rêve.
Après, est-ce que ce rêve il va être accessible dans les années à venir? Je ne sais pas. Nous, ça fait quasiment 8 ans maintenant qu'on œuvre dans ce sens. On est redescendu en division d'honneur régionale il y a 9 ans en arrière pour 400 000 euros de déficit. Vous voyez, donc comme quoi tous les clubs ne sont pas logés à la même enseigne. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un grand club qui, avec pratiquement 70 millions de déficit, se retrouve au même niveau que nous en National 2, alors qu'il aurait dû être peut-être rétrogradé bien plus bas. Mais voilà, il y a des différences de traitement suivant les clubs. Donc nous, on œuvre gentiment. On était en DHR. Aujourd'hui, on est en National 2, on est content. On est dans une poule où on essaye d'être moins mauvais que les autres par nos choix. Parce que c'est pas l'argent aujourd'hui qui peut nous permettre en tout cas d'avoir une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir changer des joueurs tous les jours ou virer des entraîneurs au bout de 5 journées. Donc après on sait que c'est compliqué, il y a une réalité économique aussi qui rentre en compte, on va pas se le cacher. Aujourd'hui on est le plus petit budget de National 2, donc on a ce doux rêve en tête, mais après on est vite rattrapé par une réalité économique. Mais l'argent parfois ne fait pas le bonheur et encore moins les résultats. On l'a vu la première année quand les Qataris sont arrivés, c'est Montpellier qui avait été championne de France. Donc Istres peut encore rêver effectivement gravir un échelon, pas cette année, mais dans les années à venir. Est-ce que vous jouez toujours au stade Parsemin avec Istres Football Club, Laurent Thomas? Oui, tout à fait. À Foix-sur-Mer. C'est un grand stade, c'est un stade qui a accueilli, qui a vu la première division, la deuxième division. Est-ce qu'il ne sonne pas un peu creux en National 2? Est-ce que ça vaut le coup de continuer à gérer la logistique d'un stade comme celui-là? Alors déjà, c'est un outil métropolitain, donc du coup, nous, on n'en assure pas les frais. Après, on a quand même cette chance d'avoir cet outil quand on voit les clubs qui sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas de stade pour évoluer dans la division où ils accèdent. Nous, on a cet outil-là, donc on va pas faire la fine bouche. C'est un outil indéniable. Voilà, une belle pelouse. Alors certes, comme vous l'avez dit, ils sont de creux parfois ou souvent, mais malheureusement, j'ai envie de dire, c'est un problème de riche. Si on a un beau stade, autant qu'on en profite. Michel, un petit mot peut-être, parce que c'est un club que vous connaissez aussi, le FC Istres. Vous connaissez Laurent Thomas, enfin vous connaissez bien le football, Michel, d'accord, mais j'aimerais vous entendre quand même sur la situation, l'histoire de ce club. Non, l'histoire de ce club, moi je l'ai bien connu, on l'avait fait monter en Ligue 1. Bon, après il y a eu des... Là aussi, je ne vais pas revenir, parce que vous allez dire que je suis dur. On nous a fait faire ce stade, d'un seul coup, il fallait qu'on fasse un grand stade, enfin, etc., etc. Moi, je voulais juste dire un truc, c'est que Laurent Thomas, et je connais pas mal de présidents, est un garçon qui a beaucoup d'avenir. Voilà, parce qu'il connaît très très bien le football, il gère très bien son club. Et aujourd'hui, ça fait plaisir d'entendre un garçon comme lui. Voilà. Parce qu'il tient des propos sensés, solides. Et je pense qu'aujourd'hui, il peut être ambitieux. Parce que quand vous gérez bien un club, que vous connaissez bien le football, là, il a pris des joueurs qui sont très intéressants. Je pense que c'est un club qui peut revenir. Jamais il reviendra en première division, ça c'est sûr. Je ne vois pas comment il pourrait revenir aujourd'hui en première division. Mais il a toute sa place entre le national et la deuxième division. Ah, attendez. Oui, Jimmy Algerino. Non, j'aurais voulu poser une question à Laurent. Allez-y. C'est vrai qu'avec ce passé et ces belles années, je voulais savoir s'il lui restait autour de lui des dirigeants, des bénévoles, des gens qui ont connu cette période et qui sont quand même toujours au club, qui sont amoureux, je dirais, du club et des couleurs et qui l'aident à essayer, de serait-ce que déjà, de remonter doucement et peut-être d'espérer se retrouver. Réponse de Laurent Thomas. Alors oui, effectivement, autour de moi, j'ai quelques encore anciens dinosaures, on va dire, qui ont connu la bonne époque du monde professionnel. Après, vous savez très bien que les rangs ont quitté le navire quand il n'y a plus d'argent et quand le football professionnel est parti. Mais par contre, il nous reste encore cette poignée de bénévoles qui étaient déjà bénévoles sous l'ère professionnelle et qui le sont toujours à ce jour. Donc oui, on peut s'appuyer sur cela, même si, comme vous le savez tous, le bénévolat aujourd'hui se meurt. Mais en tout cas, on a encore une petite poignée d'anciens et ça met du baume au cœur. Karim Zeribi, un mot également sur l'exemple d'Istres. Non, moi quand je pense au FC Istres, je pense à Bertrand Benoît. Donc j'ai envie de rendre hommage aussi à la mémoire de celui qui a été président pendant ces belles années du FC Istres, Bertrand Benoît, qui m'avait d'ailleurs été présenté par Michel Moulin. À l'époque où j'allais voir le FC Istres jouer, et c'est vrai qu'il est parti jeune à 57 ans et donc il a été un des artisans aussi de ce que le FC Istres a été dans ces belles années. Donc
Je pense à lui ce soir quand on met à l'honneur ce beau club dont j'espère qu'il retrouvera rapidement le plus haut niveau car il le mérite. Les bénévoles, tous ceux qui s'engagent dans ce club et la direction actuelle méritent de retrouver l'élite au plus vite. Il y a des grands joueurs qui sont passés à Istres. Olivier Giroud quand le club était en national. Xavier Gravelaine, ça Michel Moulin pourrait en parler, mais ce sera l'objet d'une autre émission, Michel, parce que le temps est. Je sais que vous voulez réagir, mais le temps est terminé. Merci du message de Karim pour Bertrand. Eh ben voilà, c'est fait, c'est fait. Merci infiniment Laurent Thomas d'être passé sur l'antenne de Sud Radio. Bonne chance, bonne saison avec Istres Football Club. Merci à Alexandre Letellier, à Jimmy Algerino, à Karim Zeribi et à Michel Moulin. Michel, on va rendre l'antenne, on se retrouve jeudi prochain. Attention, votre téléphone va chauffer, hein, j'en suis persuadé. Hein. Je salue la correction des Parisiens sur le plateau ce soir. Oui, c'est vrai, ils sont toujours très élégants les Parisiens. Qu'ils ont été fair play. À jeudi prochain pour le But Football Club avec butfootballclub.fr, le site de référence. Et dans un instant sur Sud Radio, c'est Jacques Pessis avec son invité Oldelaf. Bonne soirée. Sud Radio, 20h-21h. But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Idexport, la passion du sport.